Merci de m'accorder cette entrevue. Merci de m'inviter, c'est très gentil. Oui, 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 bah, je pense que beaucoup de gens sont intéressés parce que évidemment, c'est la Belgique, peut-être qu'ils s'intéressent moins à la Belgique qu'à la France. En Suisse, on avait Alain Soral, mais il est parti se réfugier d'urgence en Russie. C'est ce que j'ai compris, en effet. Oui, absolument. Et puis, je crois que c'est toujours intéressant, en fait, au-delà, enfin, on va parler bien sûr de ton combat, parce que quand je regarde tes vidéos et tes interventions, on sent qu'il y a une certaine puissance que tu dégages par rapport à ce que tu crois et à qui tu es. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes un petit peu qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tout ça, ça Oui. t'anime. Eh bien, en fait, donc je m'appelle Laurent Louis, je suis ancien député fédéral belge. J'ai été député entre 2010 et 2014, et pendant ces 4 années, j'ai dénoncé énormément de choses. Je me suis attaqué à énormément de sujets. J'ai totalement dénoté dans le paysage politique européen, avec des prises de position qui parfois n'ont pas toujours été bien comprises sur le moment même, mais qui, par la suite, ont tout de même trouvé écho avec les différentes crises que nous avons connues, surtout la crise du Covid, où je pense beaucoup de personnes ont ouvert les yeux. Je connais un peu la Suisse. Oui, J'aime beaucoup la Suisse. Je pense qu'on est loin du cliché aussi que l'on se fait de la Suisse au niveau de la dissidence ou des personnes qui se disent éveillées en France ou en Belgique, où on voit la Suisse comme un paradis démocratique, ce que ce n'est pas du tout, à mon sens. Pour preuve, Alain Soral, je veux dire, oui, il a, absolument. il a fallu qu'il passe par Lausanne pour devoir fuir en Russie. Donc ça veut peut-être dire quelque chose également. Je pense que on rigole beaucoup moins avec la justice en Suisse, qui est aussi beaucoup plus sévère. Et je pense que là, on l'a bien remarqué. Alors voilà, maintenant, après mon mandat politique, j'ai eu énormément de difficultés. On m'a beaucoup ostracisé, empêché d'exercer une activité professionnelle, d'avoir un compte en banque. Je me suis reconverti dans la crypto-monnaie pour pouvoir continuer à vivre et à pouvoir continuer à payer mes factures, payer mon loyer, la moindre des choses en Oui, soi. Et depuis maintenant quelques mois, je suis de retour en politique avec le mouvement Révolution, qui n'est pas du tout un mouvement belgo-belge, hein, qui est un mouvement qui n'est pas non plus seulement un mouvement politique. Je pense qu'on va beaucoup plus loin que ça. On fait de la métapolitique. On essaye d'éveiller les consciences. Et je pense que le mouvement Révolution, il a vocation à se propager un peu partout, en Europe, mais dans le monde aussi, hein, parce que quand je vois l'état actuel du monde dans lequel nous vivons, je pense que le déficit démocratique est très, 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 très important et que c'est un des très gros problèmes de notre société actuelle. on est d'accord. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui t'habite depuis, on va dire, depuis que tu es né, ou tu es tombé dedans par hasard un peu plus tard? Depuis que je suis né, non, hein. Là, ce serait quand même mentir. Quand j'étais enfant, je voulais devenir pape. Vous voyez, donc Ah, bah quand même. il y avait quand même peu de débouchés. Donc je me suis réorienté, je crois, avec le temps. Mais oui, bon, ça c'est pas la version du pape Vatican, c'est plutôt la version du pape qui essaye de tenir des discours de paix, qui tend la main aux autres et qui oui, qui incarne la paix. Bon, on en est loin aujourd'hui, hein, on n'en est plus dans cette logique-là. Mais sinon, la politique, j'ai toujours été intéressé à partir du moment où je suis devenu adolescent, où je regardais énormément les débats politiques et où ça m'intéressait. Mais à l'époque, quand on a 20 ans euh, et qu'on n'a pas de famille en politique, on n'a pas de possibilité, en fait, de s'investir véritablement, si ce n'est pour aux petites mains.
aider les autres, mais on ne vous prend jamais fortement au sérieux. Et donc, pendant tout un temps, j'ai laissé ça de côté. Et puis, c'est quand j'avais 29 ans que je me suis vraiment investi à 100% en politique. Et un an après, ben, j'étais au Parlement belge. C'était quand même une belle réussite, un beau résultat de, en un an, conquérir un... C'était tout à fait inespéré, c'est Ouais, vrai, parce que je venais de nulle part, je n'étais absolument pas connu. Euh, et bon, voilà, c'est des surprises de la vie qui font ça. J'y ai ressenti un peu la main de ma maman, puisque mes parents sont décédés depuis longtemps, quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai que pendant une dizaine d'années, ça a été dur de vivre en étant orphelin, en n'ayant personne vers qui se tourner pour tout simplement des fois dire qu'on n'est pas bien, que c'est difficile, qu'on a besoin un peu de soutien. Et bah, lorsque j'ai été élu en 2010, bah, c'est vers elle que mes pensées ont été tout de suite. Parce que je me suis dit que là-haut, elle avait fait en sorte de faire un miracle, parce que franchement, mon entrée au Parlement, c'est comme un miracle. Personne ne m'y attendait et je n'y étais pas du tout prédestiné. Et encore une fois, j'étais totalement inconnu, ce qui fait que je suis vraiment arrivé par hasard au Parlement. et tu avais rejoint un parti politique à l'époque ou tu étais complètement autonome? Oui, oui, à l'époque, j'avais rejoint le Parti populaire, qui est un parti qui avait été fondé par un avocat belge assez connu, Michael Modrikamen, et aussi par, on va l'appeler un politologue, qui s'appelle Rudy Arnaut. Et bah, j'avais bien aimé la logique du mouvement qui était de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc ça déjà, ça m'avait attiré à l'époque. Après, bon, je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds, hein, parce que quand on découvre un monde comme la politique, euh, il y a toujours ce qui est visible, Oui. ce qui est accessible à tous. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en interne, dans les coulisses, où là, évidemment, on n'est pas du tout au courant. Et ensuite, on découvre les choses. Donc, on va dire que le Parti populaire n'a pas pu correspondre à ce que j'attendais réellement, puisque c'était un mouvement qui n'était pas spécialement libre, mais qui surfait sur des vagues populistes, euh, toujours marquées par malheureusement le sionisme. Et donc, ben, après un certain temps, on n'a pas pu continuer ensemble. Et j'ai quitté le Parti populaire en 2011. Et puis, j'ai siégé ben, comme indépendant, mais j'ai monté un mouvement qui s'appelle Debout les Belges et qui a eu pas mal de succès puisqu'il était soutenu par un nombre important de dissidents français, dont Alain Soral, Dieudonné, Claire Sévrac et bien d'autres. Et on a fait une excellente campagne, mais vous savez, en 2014, lors de la campagne électorale, j'ai fait 10 fois plus de voix qu'en 2010. En 2010, j'ai été élu. En 2014, il fallait absolument se débarrasser de moi. Donc, le fait de faire 10 fois plus de voix ne fut pas suffisant. Ah, d'accord. C'est assez illogique, hein, mais Oui, bon. mais C'est la démocratie et tous ces arrangements électoraux qui existent et qui font finalement que les résultats sont malheureusement manipulés. alors aujourd'hui, en termes de politique, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu entreprends? Et peut-être même, qu'est-ce que tu subis? Bah, ce que je subis, c'est de toute façon depuis 2014, c'est cet ostracisme qui est indigne d'un pays démocratique comme devrait l'être la Belgique, où on a fait de moi un citoyen de seconde zone, où j'ai moins de droits qu'un demandeur d'asile, par exemple, puisque je n'ai pas droit aux services bancaires, même de base. On a détruit ma réputation dans les médias, sur les réseaux et sur Google. C'est une catastrophe, bien entendu. Ben, tout simplement parce qu'il faut détourner
de moi les gens qui pourraient être séduits par les vérités que je balance. Alors bon, c'est toujours mieux de dire que celui qui dit ce genre de choses est une crapule. Absolument. Comme ça, ben, il y a toujours une partie de la population qui y croit et qui donc ne m'écoute pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes, malgré tout, qui me suivent et qui me sont restées fidèles, malgré ces années où je n'ai pas fait de politique, où j'ai essayé tout simplement de survivre dans le monde tel que je dois le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire avec des difficultés permanentes pour travailler et gagner ma vie comme n'importe qui, hein. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. On doit gagner sa vie pour pouvoir vivre. Et on doit toujours la gagner de mieux en mieux parce que vu l'augmentation des prix d'une multitude de choses, ça devient de plus en plus difficile. Hein, quand on voit que maintenant l'essence est à 2 euros, le litre ici à Bruxelles, bon ben ça devient vraiment difficile. On fait le plein, on en a pour 150 euros. Ma belle famille vit en Algérie, le plein là-bas c'est entre 7 et 8 euros. Donc, c'est bien pour montrer que ça n'a aucune logique, puisque si c'était quelque chose de rare et de cher, ce serait partout, un peu comme l'or, hein. Ouais. Et ça ne l'est pas. Donc, nous, ici, on nous prend vraiment pour des pigeons à longueur de temps. Et donc, voilà, la vie est difficile, mais plutôt que de subir tout seul dans mon coin, ben, j'ai décidé de revenir en politique avec le mouvement Révolution. En disant qu'il faut tout changer, parce qu'il faut vraiment tout changer, d'où le terme révolution. Mais voilà, comme je disais, il fallait trouver une idée pour revenir. Il fallait avoir un programme intelligent pour ne pas spécialement et bêtement redire tout ce que j'avais déjà pu dire par le passé, hein. Je me suis déjà attaqué à des tas de choses et c'est pour ça que j'ai développé cette notion de démocratie participative basée et protégée par la technologie blockchain qui est quelque chose de totalement novateur, que les gens ne connaissent pas encore, ne comprennent pas encore très certainement, mais c'est mon boulot d'expliquer cela, et cela rejoint en fait mon activité professionnelle actuelle, puisque je donne des formations à la technologie blockchain, à la crypto-monnaie au sein d'un club qui s'appelle HiveTech, où je travaille avec des partenaires grecs depuis 10 ans maintenant. Et j'essaye justement de permettre aux personnes d'acquérir une certaine liberté, une certaine autonomie dans un monde du contrôle permanent, mais en matière de finances. Tout simplement en transposant mon cas. Moi, on m'a empêché d'avoir un compte bancaire, on m'empêche de vivre au quotidien. Eh bien, en fait, j'applique les méthodes qui me permettent aujourd'hui d'être totalement anonyme au niveau financier. Et cet anonymat me permet de vivre comme n'importe quel citoyen. Et donc, ces méthodes, ces pratiques-là, eh bien, je les enseigne aux personnes qui ont envie de sortir de cette société du contrôle permanent et de devenir les véritables maîtres de leur argent. Donc j'ai essayé de faire le parallèle entre mon vécu, ce que j'ai subi, mes connaissances et la politique. Et alors, comment ça se passe en Belgique? Est-ce que les gens sont ouverts justement à ton approche? Ils viennent spontanément, ils sont curieux, ils sont craintifs, Ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un éveil qui s'opère avec un changement de mentalité? Curieux, je ne dirais pas. C'est une Ouais. caractéristique que l'on a malheureusement essayé de gommer au sein de la population. On fait en sorte que les gens ne soient plus curieux, qu'ils n'aient plus d'esprit critique pour pouvoir justement mieux les manipuler. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a un ras-le-bol de la population envers le monde politique. Il y a un véritable désamour, hein. Si on va vers les gens et qu'on leur parle de politique, la plupart du temps, c'est non, 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 ça m'intéresse pas, tous pourris. On est dans cette logique-là, dans ce discours peut-être un peu simpliste, mais tellement réel de personnes qui se rendent compte que finalement, ceux qui nous dirigent ne travaillent pas pour défendre nos intérêts, qu'ils défendent leurs intérêts et ceux qu'ils protègent, qu'ils protègent, qu'ils défendent, et aussi
qui les manipulent, Est-ce que comme ça des veut dire marionnettes. qu'à travers la blockchain et d'autres systèmes, quand tu parles de démocratie participative, ça veut dire qu'en fait, c'est une gestion du pays qui est transparente, où les gens peuvent avoir accès aux décisions qui sont à prendre, peuvent participer, peuvent s'exprimer, qu'on peut faire des votations en permanence, etc., etc. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que ça peut parler aux Suisses de manière assez intéressante et intelligente parce que, vous voyez, le problème qu'il y a en Suisse aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a des votations, mais qui propose le texte de ces votations? Ce sont des partis politiques. Et donc, ces textes sont souvent orientés. Et lorsque des décisions ne conviennent pas, en général, on fait une autre votation pour essayer de revenir sur quelque chose qui a été décidé par la population. Aussi, qui met en œuvre les décisions prises lors des votations? Ce sont encore une fois des politiciens. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que la Suisse est est une démocratie participative non aboutie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a donné du sucre à la population en lui faisant croire qu'elle avait un pouvoir considérable, alors que finalement, il y a toujours une emprise importante des partis politiques et des politiciens de carrière, même si on ne connaît pas de politiciens suisses ici en Belgique ou en France de manière très importante, mais l'emprise est toujours là. Avec ce que je propose, en fait, on supprime les partis politiques, on supprime les politiciens de carrière et tout vient du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est à l'origine d'une proposition de loi, c'est le peuple qui va voter et c'est le peuple aussi qui va désigner des représentants au niveau du gouvernement. Mais nous n'aurons plus de représentants politiques dont la seule activité n'a jamais été que de faire de la politique. Non, ce sont des citoyens de la société civile qui peuvent occuper une fonction de Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, de la Justice, avec cette faculté pour le peuple de révoquer un, un ministre lorsqu'il ne fait pas bien son travail ou lorsqu'il ment à la population. Donc là, nous avons une transparence totale qui est garantie par la blockchain. Donc, en fait, pour les personnes qui connaissent un petit peu la technologie blockchain Web3, moi, ce que je voudrais, c'est transformer nos États en DAO. En DAO, c'est un terme qu'on utilise et qui est né avec l'arrivée du Web3. Ce sont des organisations autonomes décentralisées. C'est-à-dire que dans un DAO, il n'y a pas un patron qui impose ses décisions à l'ensemble de la société. Non. Dans un DAO, tout le monde est copropriétaire et donne son avis et une voix vaut une autre voix. Et moi, j'aimerais bien faire de la Belgique, de la France, de la Suisse, de tout ce que l'on pourrait au monde, évidemment, de faire de ces pays des DAO, où tous les citoyens sont copropriétaires de l'État et donc participent à la vie politique de ce pays, en permettant même aux citoyens qui votent de manière assidue à être rémunérés. Tout ça est tout à fait possible grâce à la technologie blockchain qui assure une transparence absolue parce qu'on peut vérifier notre vote. Euh, quand on, évidemment, dans une structure comme un DAO, tout va fonctionner avec une adresse de portefeuille que l'on peut octroyer à chaque citoyen. Mais cette adresse, évidemment, c'est une succession de chiffres, de lettres. Et quand on va, par exemple, regarder, ben voilà, il y a eu telle votation sur tel sujet, eh bien, je peux aller voir dans les résultats, retrouver mon portefeuille et savoir si mon vote a bien été pris en compte et aussi vérifier le nombre de personnes qui ont voté comme moi. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de manipulation électorale comme on peut les connaître, où aujourd'hui, bah, tout se base soit sur un vote papier, il est très facile d'ouvrir une urne, de changer le contenu et de la refaire receller par la suite, et un ordinateur, comme ça existe pour le vote électronique, qui n'est qu'un logiciel informatique. On sait très bien qu'un logiciel informatique est totalement piratable, ce qui n'est absolument pas le cas d'une blockchain, puisque depuis que la technologie existe en 2008, jamais aucune blockchain n'a été piratée. Derrière tes propos, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une notion un peu de coopérative. Oui, c'est le fait de tous participer,
de réintéresser les citoyens à la chose politique. C'est quand même la moindre des choses. Je veux dire, la politique, c'est la vie de la cité. Et Au on sens doit, original du terme, oui. ben oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait? Les politiciens se sont dit, écoutez, on va dégoûter les citoyens de la politique, comme ça, ils vont nous laisser faire nos petites affaires entre nous. Surtout, ne vous y intéressez pas, laissez-nous faire, nous on sait. Vous, vous êtes trop bêtes que pour pouvoir gérer le pays. Et on voit ce qu'ils ont créé comme pays. Nous avons en France, en Belgique, une dette qui est une dette publique qui est colossale, qui est véritablement catastrophique. Chaque Belge doit 55 000 euros à l'État si on se base sur la dette publique. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. Il faut que les citoyens plutôt se détourner de la politique parce qu'ils sont dégoûtés des magouilles, des arrangements, de la corruption. Il faut justement qu'ils s'y intéressent. Et ce n'est qu'en créant, ouais, ce genre de... On peut le voir comme ça, on peut créer un État sous base d'une coopérative et tous travailler pour la réussite de cette coopérative. Ça demande quand même un énorme changement de mentalité, de compréhension du monde. Et alors comment, puisque tu as pris ça sur tes épaules, comment tu comptes t'y prendre justement pour atteindre cet objectif? Alors tu es jeune, tu as encore du temps. Oui, j'ai 46 ans, ça va, mais je pense que ça ne doit pas reposer uniquement sur moi. Moi, je viens avec une idée parce que mon parcours personnel fait que j'ai compris que la technologie blockchain pouvait créer un espace de liberté considérable dans un monde de contrôle absolu. Et donc, j'ai essayé de transposer ça au niveau politique. La blockchain, elle est là pour supprimer les intermédiaires. Et des politiciens, des parlements, ce ne sont que des intermédiaires. On peut les supprimer sans aucune difficulté. Mon objectif, c'est vraiment de faire comprendre ça à la majorité de la population pour leur montrer qu'un autre monde est possible. Alors c'est vrai, hein, c'est une révolution en tant que telle. C'est vraiment montrer on peut changer de paradigme, on peut changer de logique. Alors j'espère que je ne vais pas être le seul à porter cette idée. Je pense que des gens intelligents qui connaissent la technologie sont aussi en mesure de porter ce projet avec moi si ils entrent dans cette logique. Je rêve que quelqu'un comme Elon Musk, qui veut justement réduire les lourdeurs administratives, la lourdeur du monde politique et le coût considérable que cela crée, eh Présente, oui. bien, puisse porter un tel projet, parce qu'on est tout à fait dans une logique qu'il pourrait apprécier et trouver positive. Après, ben, comme toujours, la technologie, elle est positive ou négative en fonction de l'état d'esprit de ceux qui l'utilisent. Moi, je pense que si c'est le peuple qui l'utilise, elle peut être bénéfique, bienfaisante et créer une société beaucoup plus heureuse pour nos concitoyens parce que de là découle énormément de changements. Mais il faut faire comprendre aux gens que la démocratie qu'on nous a vendue est une fable, que nous ne vivons pas en démocratie, que nous vivons en particratie, où ce sont les partis politiques qui se sont octroyés les pleins pouvoirs, qu'ils ne défendent pas les intérêts de la population. Et je vais même encore aller plus loin. En Belgique, nous avons ce que l'on appelle un cordon sanitaire. Alors en plus, le mot est dégueulasse, hein. Oui, c'est Cordon sanitaire, c'est comme si nous étions des pourritures détestables. Eh bien, ce cordon sanitaire fait que ce sont les partis politiques au pouvoir, en fait, qui déterminent quels sont les autres mouvements qui ont droit ou non à l'expression. Mais c'est une contradiction totale de la démocratie, c'est une négation totale de la démocratie. Et ben, évidemment, moi, je combats ce genre de pratique. Je pense que chaque idée doit pouvoir être exprimée dans une démocratie, même si cette idée est détestable. Mais ce n'est pas à un gendarme de la démocratie d'intervenir, et surtout s'ils sont jugés partis, et c'est de ça. dire ce qui est acceptable ou pas. On est complètement d'accord sur cette notion de
juge et partie. Et alors aujourd'hui en Belgique, il y a combien de gens qui te suivent, qui t'entourent, ou qui, j'allais dire, même manifestent même un léger intérêt? Est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience vers ta solution? Oui, oui. Bah, il y a surtout une prise de conscience par rapport au fait que je reviens en politique et que les gens ont envie de me suivre parce qu'ils savent que j'ai fait mes preuves et qu'ils savent que je ne vais pas retourner ma veste. Je suis là pour combattre le système, dénoncer ce qui ne va pas, combattre la franc-maçonnerie, combattre l'industrie Hmm. pharmaceutique, combattre le sionisme. Et donc ça, j'ai déjà prouvé de quoi j'étais capable. Et donc, c'est surtout pour ça qu'ils me rejoignent. Après, c'est à moi justement à leur expliquer cette nouvelle démocratie basée sur la technologie blockchain. C'est pas facile pour tout le monde de comprendre, hein. Parce que Euh, lorsque tu oui. parles de combattre quelque chose, dans cette première partie de discours que tu viens de nous présenter, j'ai ressenti beaucoup plus l'envie de créer quelque chose de nouveau, de créer un monde nouveau, de créer un autre espace de réflexion, d'évolution. J'ai pas entendu justement cette notion de combat. Et est-ce qu'il faut combattre tous ceux que tu viens de nommer, hein? Est-ce qu'il faut les combattre ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux créer ce monde nouveau puis ne pas s'occuper des autres? Alors, évidemment, quand on vient avec un monde nouveau tel que je le porte, nous allons, ça implique des attaques, malheureusement. Des attaques de la part de nos adversaires, parce que personne, aujourd'hui, dans les institutions, dans le monde médiatique, ne veut voir aboutir un projet tel que celui porté par Révolution. Personne. Donc évidemment, il y a énormément d'opposition, on va dire, au niveau de la classe dirigeante. Et ces gens sont sans foi ni loi. Donc, je ne peux pas non plus faire croire aux gens que rejoindre un mouvement comme Révolution, c'est aller cueillir des fleurs. Non, non. On doit se protéger, on doit être conscient de la réalité et surtout du fait que nous avons face à nous un pouvoir malveillant avec des gens qui sont capables du pire, hein. On a essayé de m'empoisonner, on a essayé de me mettre en prison, on a essayé de m'empêcher de vivre. D'autres vivent la même chose. Donc, il faut absolument protéger les personnes qui me rejoignent. Heureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Et aujourd'hui, ben, sur les réseaux sociaux, je pense qu'en quelques mois, on a pu connaître une énorme évolution au niveau des personnes qui me suivent. Au niveau du mouvement, nous en sommes déjà à plus de 150 responsables investis au sein d'un bureau politique, ce qui est déjà énorme pour un mouvement comme Révolution, 150 personne au sein d'un bureau, ce n'est pas rien. On doit être autour des 500 membres pour la Belgique. Bah, en plus, la période n'est pas évidente, hein. Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui sont dans l'incapacité de nous rejoindre parce que la cotisation est de 25 euros, hein. On en est là aujourd'hui, hein. Il faut bien se rendre compte de cette réalité-là. Mais ce n'est pas grave. Ces personnes nous soutiennent malgré tout et sont des relais sur les réseaux. Mais encore une fois, il y a plein de soutien qui vient de l'étranger également. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ce soutien parce qu'il donne de la visibilité. Le fait d'avoir le passé qui est le mien me permet de pouvoir avoir des liens à pas mal de personnes mais qui sont connues au sein de la dissidence. Et ça va faire évidemment que euh, permettre au mouvement de toucher plus de monde et d'avoir évidemment plus de soutien dans les mois qui viennent, puisque l'objectif, c'est un objectif de 2029 pour Révolution, hein. C'est l'objectif des prochaines élections en Belgique. Donc voilà, le but a été de construire le mouvement petit à petit, en se basant surtout sur les responsables, avant d'aller chercher des membres en tant que tels, mais chaque chose en son temps.
Absolument. Alors, est-ce que tu as, donc, d'après ce que j'entends, tu as déjà des contacts en France, peut-être en Espagne, peut-être en Italie, peut-être en Suisse, peut-être en Allemagne aussi, puisque vous êtes quand même assez proche aussi de l'Allemagne, qui sont dans le même état d'esprit, avec la même volonté de construire quelque chose de différent, tout en Tout étant à fait. parfaitement conscient, comme tu l'as expliqué, des dangers du marigot. Tout à fait. Alors, j'ai pas trouvé 25 Laurent Louis, ça c'est sûr. Euh, je vois bien que c'est difficile et que les risques découragent certaines personnes, mais il y a malgré tout des gens qui ont envie de s'investir, de prendre ce risque-là, pas pour eux, mais pour leurs enfants, pour l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Ah oui, on a des contacts. Je dois quand même avouer que pour le moment, ma priorité, c'est de développer la Belgique. Hein, déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça, puisque en Belgique, c'est déjà deux pays à développer. Mais bien évidemment que plus on enregistre des adhésions dans des pays étrangers, eh bien, plus ça permet d'avoir vraiment des graines pour développer quelque chose. Alors, est-ce que ce sera en 2027? Est-ce que ce sera en 2028? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Chaque chose en son temps, et petit à petit, le but, c'est vraiment de développer Révolution dans des tas de pays d'Europe. Tout le permet. Révolution, on peut utiliser le terme en anglais, vous changez juste les couleurs du logo et c'est adaptable partout. C'est une très belle franchise, je trouve. Est-ce que dans le cadre de ce que tu développes là, parce que tu nous as expliqué que tu as subi beaucoup de pression, même plus que des pressions d'ailleurs, puisqu'on a essayé de t'empoisonner et de t'empêcher de vivre en quelque sorte, de t'effacer socialement complètement. Est-ce que c'est encore le cas? Ou est-ce que plus ton mouvement prend de l'ampleur et plus tu es en danger? Ou est-ce que ça se calme un peu? Ah, Parce que ça, c'est- si j'étais dans la partie adverse, je me dirais, je vais le laisser se développer, ce sera peut-être notre porte de sortie ou notre sortie de secours. Difficile d'avoir cette idée-là. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai jamais ma veste et que je ne changerai pas mes idées. Plutôt mourir que de trahir ce que l'on est. Euh, non, moi, la persécution, elle continue encore aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il y a toujours des instructions qui sont ouvertes contre moi par rapport à mes activités professionnelles, où, ben, évidemment, le but, c'est encore de faire croire aux gens que je suis un vilain voleur, un escroc, et de détourner les gens pour qu'ils ne me permettent pas, en fait, de vivre de mon travail. Encore une fois, on en est dans la même logique. On s'attaque beaucoup à ma famille, on s'attaque à mon épouse, qui est souvent, alors qu'elle n'a aucune vie publique et que je n'ai jamais exposée, eh bien, on s'attaque à elle parce qu'on sait très bien que la meilleure manière de m'atteindre, c'est d'atteindre ma famille. Bien entendu, ce sont les pratiques sournoises de nos dirigeants. Mais moi, je pense que le fait d'avoir un mouvement autour de moi est positif et devrait au moins me protéger de la folie de ceux qui nous dirigent. Parce que ben, aujourd'hui, contrairement à ces 10 dernières années, je ne souffre plus tout seul dans mon coin. C'est-à-dire que s'il doit m'arriver quelque chose, ben, il y a un mouvement qui est là, il y a une dynamique qui est mise en place, il y a des personnes qui sont là pour faire éclater la vérité. Donc, je pense que je suis plus fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais on va continuer et le but, c'est véritablement de créer un mouvement euh, qui soit très très fort et qui défende les droits des citoyens, tout simplement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver comme excuse pour ne pas me donner la parole, hein. On dira que je ne suis pas démocrate. Ça, c'est quand même con parce que je viens avec le programme qui est le plus démocrate au monde, mais ils sont capables de dire que je suis en fait qu'un nazi qui veut
mettre en place un État autoritaire, ce qui n'est pas du tout le cas, il suffit de lire le programme. Mais voilà, on a déjà tellement dit sur mon dos que je pense que ça va être difficile d'encore inventer quelque chose. Oh, ils sont On a dit capables. que j'étais... Oh, ben sûrement, on a dit que j'étais fou, on a dit que j'étais complotiste. Bon, ben ça, c'est maintenant... on est très nombreux complotistes aujourd'hui à travers le monde. Ce n'est pas grave. On a dit que j'étais d'extrême droite, on a dit que j'étais d'extrême gauche, on a dit que j'étais islamiste. Enfin bon, je crois qu'on a tout dit. Hein, on verra bien. Moi, tant qu'on ne dit pas de moi que je suis socialiste ou que je suis euh, mondialiste, ça me va. Alors, j'entends aussi à travers ce que tu dis qu'il y a donc il y a un phénomène de rassemblement, de ce que j'appelle le phénomène de masse en politique, hein, qui est extrêmement important pour pouvoir exister, être respecté, être pris en considération, qui est en train de se mettre en place en fait. Oui, ben en fait, se remet en place ce que j'ai connu en 2013-2014 lorsque j'ai créé Debout les Belges, où on a eu énormément de succès, où il est évident que j'aurais dû être réélu si les élections n'avaient pas été truquées. Mais il fallait absolument éviter que Laurent Louis sévisse 5 années de plus, puisque maintenant c'est 5 ans, au sein d'un parlement belge parce que les vidéos, la diffusion crée beaucoup trop de désordre parce que la preuve, mes vidéos tournent encore, les vidéos de Oui. l'époque tournent encore alors qu'elles ont pour certaines 15 ans. C'est énorme. Je ne connais pas d'autres députés, moi qui suis qu'un tout petit député d'un tout petit pays insignifiant. Qui continue à tourner comme ça et à avoir autant de succès sur les réseaux. Et donc, mes adversaires politiques ont tout modifié, hein, justement pour que le cas Laurent Louis ne se reproduise plus. Par exemple, on ne peut pas se présenter tout seul à une élection. Il faut des listes avec un minimum de candidats, avec la parité homme-femme. Donc tout ça est bien cadenassé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un député qui siège de manière indépendante ne peut plus poser de questions au gouvernement. Donc toutes les vidéos que l'on voit aujourd'hui sur Internet qui tournent, ben, je ne pourrais plus les faire en étant tout seul député indépendant au sein du Parlement belge. Il faut être un groupe de 5 députés pour avoir le droit, ou de 3 députés, pardon, minimum 3, pour avoir le droit de poser des questions au gouvernement. Donc, il faut voir que tout a été cadenassé pour que un cas comme le mien ne se reproduise plus. C'est grave quand même. On en arrive à modifier le mode de fonctionnement des institutions pour être sûr, surtout, qu'un citoyen, en fait, n'accède plus à la parole. Ça se reproduit quasiment dans tous les pays européens à l'heure actuelle. Exactement. Exactement. Mais on voit des dérives totalitaires et un peu partout. Ben, on le voit en France, hein. La France est devenue un pays où on dirige par 49-3. Le Parlement n'est plus là que pour jouer de décor, hein, pour donner un semblant de démocratie, mais elle n'est plus là. Oui, ça d'ailleurs, on le sait, à la limite, il y a 575 personnes qui sont salariées en trop. Ça ferait des économies, tant qu'à faire, d'aller jusqu'au bout du système. Exactement. Nous avons en Belgique 600 personnes qui vivent de la politique à temps plein. C'est Entre les énorme députés. pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Oui, ça paraît faramineux. Oui, exactement. Donc, c'est... Alors, le Ils se sont message, octroyés les places, donc voilà, c'est facile en fait. Comme ça, c'est comme ça que le pouvoir se tient et se maintient. absolument. Oui, comme quand on le voit aussi dans certaines municipalités, euh, que ce soit en Suisse, en France ou autre, ou notamment les grosses municipalités, où on développe énormément de social et de logements sociaux, et on sait très bien que ces gens-là revoteront pour eux la prochaine fois pour ne pas perdre tous les avantages qu'ils reçoivent de la Le municipalité. clientélisme, C'est le ça. Le clientélisme, cl- c'est une des grandes spécialités de la Belgique également, et qui crée une société catastrophique. Catastrophique. J'ai des personnes qui étaient dans les logements sociaux et qui ont perdu leurs logements sociaux en 2013 parce qu'ils affichaient ma photo sur leur fenêtre.
Ah oui, ça va quand même jusque-là. Eh oui, C'est-à-dire qu'on a rompu leur bail, ouais, 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 carrément. ouais. Comme par hasard, évidemment. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des délateurs, ça rappelle quand même une époque un peu sombre, avec des gens qui se promènent dans la rue et qui notent que tel et un tel sont pour, sont contre, soutiennent X et Y. Bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui est inculqué aux gens également, hein. Durant la crise du Covid en Belgique, d'ailleurs, j'ai quitté le pays à ce moment-là parce que je ne le supportais plus. Nous avions énormément de cas de dénonciation de voisins qui appelaient la police parce que, voilà, il y avait tel voisin qui recevait des amis ou qui, dont le fils recevait des amis, ce qui est quand même la moindre des choses. Et donc, voilà, la police arrivait, on verbalisait et c'était une triste période Oui, c'est qu'on a tendance à oublier rapidement. oui, et qui rappelle aussi toute une autre période encore plus catastrophique, ce Exactement. qui prouve que la société n'a pas tellement évolué sur le plan de l'humanité. Non, je ne pense pas. J'ai habité en France à côté d'Isieux, où Oui, c'est un endroit magnifique où des enfants juifs s'étaient réfugiés en plein milieu de la montagne, très loin des grandes villes, et encore, ben, eux aussi ont été victimes de cette délation, puisque si on les a trouvés, c'est parce qu'on les a dénoncés, tout simplement. Donc ça, absolument. c'est un problème de la société. Mais ça, on va devoir laisser chaque humain face à sa conscience. C'est là où autant je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'avec tous les moyens technologiques dont nous disposons, avec toutes les capacités euh, humaines que nous avons, on peut effectivement construire un monde magnifique. Et malheureusement, il y a toujours cette espèce de jalousie morbide. euh, de gens que j'appellerais tordus, qui ont besoin de détruire, qui ont besoin de casser, qui ont besoin... Et c'est là où je m'interroge beaucoup sur la direction que nous allons prendre dans ce monde. Et parfois, je me dis, est-ce qu'on doit vraiment arriver à tout détruire et à vivre un chaos et une catastrophe immonde, inhumaine, pour pouvoir comprendre, ou est-ce que un jour ou l'autre, on va commencer par se dire, bah, peut-être qu'avec les autres, on peut faire quelque chose. Nous sommes dans un combat du bien contre le mal. Oui, bien Ça, c'est sûr, une réalité aujourd'hui. Et si on reste comme nous sommes aujourd'hui, nous allons vers le mal. Donc nous allons vers le chaos, malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'il y a des initiatives comme la mienne, qui essayent de démontrer qu'un autre monde est possible pour éviter ce chaos, justement. Moi, j'espère pouvoir y arriver sans devoir avoir de recours à la violence, sans tomber dans le chaos. Ça ne dépend que de la population. Si demain la population se lève et veut imposer le changement, même sans violence, on peut l'obtenir. Mais il absolument. faut se lever à un moment donné. Il faut dire stop, il faut prendre un certain risque, oui, parce qu'on, comme je dis, on a en face de nous un pouvoir qui n'a ni foi ni morale, et donc, bah, forcément, au début, ça peut être compliqué, mais on ne doit pas être 10 millions pour révolutionner un pays. Quelques centaines de milliers de personnes suffisent à imposer un changement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en nous et qui doit être notre moteur d'espoir. Parce que si on ne boit que du noir et si on ne voit que la perspective qui nous est offerte par le système, c'est très très inquiétant. Parce que là, on sait très bien que dans ce cadre-là, notre premier ennemi sera notre voisin. Et je préférerais qu'on se tende la main pour justement renverser l'ennemi réel que nous avons, qui est le pouvoir et qui a fait de notre vie, malheureusement, une vie qui ne peut pas déployer tous ses bienfaits. Le monde est magnifique, la vie est magnifique, mais malheureusement, on nous a enfermés dans une logique sociétale qui fait que ben, finalement, c'est métro boulot dodo. Et cette vie magnifique, on ne la voit plus, on ne la sent plus. Et Ouais, sans parler de cette fragmentation psychologique, mentale et autres, à savoir qu'on
on nous manipule, c'est-à-dire que, et ça, depuis la Covid, ça a été absolument incroyable. On est anti-vax, pro-vax. Ensuite, on a été anti-vax, pro-Poutine. Non, anti-vax, anti-Poutine. Et puis les anti-vax, pro-Trump. Et puis les anti-vax. Et alors, je crois qu'on peut être fragmenté au moins 32 fois dans sa tête et de plus savoir où on habite, parce qu'on passe notre temps à nous monter. On est pro-Ukraine, anti-Ukraine. Oui, je suis anti-Ukraine, mais je suis anti-Poutine. Oui, mais je suis pro-Trump. Enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire. Comment est-ce que on peut se réconcilier déjà avec soi-même pour savoir qui on est, pour pouvoir se réconcilier avec son voisin, comme tu viens de le dire? Et faire, faire société ensemble, faire corps ensemble, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Je pense que ça passe par la tolérance. Moi, je ne comprends pas que des personnes qui soient anti-vax ne puissent plus, par exemple, passer un bon moment au restaurant avec des personnes qui sont vaccinées. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter l'opposition permanente à tous les niveaux. Moi, je n'ai aucun problème de discuter avec des gens qui pensent autrement que moi. Mais j'ai l'impression, en fait, que ça, c'est la société dans laquelle nous vivons qui crée ces antagonismes. Oui, Il faut voir avant, il y a 80 ans d'ici, on ne divorçait pas comme aujourd'hui non plus. C'est-à-dire qu'au sein du couple même, on arrivait à faire des compromis, à trouver des ajustements, à, euh, à satisfaire les uns et les autres. Aujourd'hui, dès qu'on n'est pas content parce qu'on n'a pas su aller faire sa soirée de sport le jeudi parce qu'il faut s'occuper des enfants, hop, ça ne va plus, on divorce en croyant que notre vie sera plus belle autrement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de notre société et qui fait aussi qu'il y a autant d'opposition. On n'est plus capable de tolérer des compromis, de tolérer que l'autre pense autrement. Ça, c'est quand même assez malheureux, mais il ne dépend que de nous pour changer, hein. Ayons plus d'ouverture d'esprit. Et je pense aussi que le monde dans lequel nous vivons fait en sorte justement que l'on soit pro-Ukraine, pro-Poutine ou pro-Trump, et que tout le monde joue là-dessus. Moi, je suis assez étonné de voir beaucoup de personnes qui défendent Donald Trump et qui se dispute avec plein d'autres personnes parce que on ne croit pas l'intégralité de l'histoire qu'il véhicule. À un moment donné, c'est pas parce qu'on critique une fois un homme sur une action que d'office on doit devenir l'homme à abattre. Aujourd'hui, c'est comme ça sur les réseaux sociaux, c'est assez affolant, hein. On pense une fois de manière différente, hop, les gens se désabonnent, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Ridicule. Ridicule. C'est pas ça un être humain. Je veux dire, moi, au sein du mouvement Révolution, j'accepte que les gens puissent avoir leur façon de penser sur n'importe quel sujet. Alors que ça ne crée pas des problèmes en interne, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais au moins que les gens soient libres, que ce soit Laurence Kayser ou d'autres, tout le monde doit garder sa liberté de penser sur n'importe quel sujet. C'est une question de tolérance, hein. oui, absolument, de Et on pardon, doit travailler de dessus. miséricorde, absolument. Oui, Exactement. Ah, mais ça, ce sont toutes ces valeurs qu'on a effacées de notre société, hein. Ça, oui, c'est un gros déficit que nous avons aujourd'hui, hein. c'est ça. Euh, Peut-être pas pour, ça a été effacé, mais certainement dans un but pensé, réfléchi. évidemment. En fait, Évidemment. ça fait très plaisir de pouvoir discuter avec quelqu'un de ta génération. Moi, je suis de celle d'avant. Ça prouve aussi qu'il y a des jeunes qui s'engagent, qui font, qui bougent. Les gens qui sont autour de toi sont plus des gens de ton âge ou des gens plus âgés? Alors, je, je dirais que notre gros déficit au sein de Révolution, c'est la jeunesse. Ah Là, oui, on manque de jeunes qui soient ouverts et qui pensent comme nous, en fait. J'ai l'impression que l'école a formaté cette jeunesse de plus en plus d'ailleurs. Et il y a encore malgré tout des jeunes éveillés. Ils sont très, 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 très rares.
Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Les personnes qui me suivent ont soit mon âge, soit sont un peu plus âgées, en effet. En effet, mais je crois qu'il faut remettre ces valeurs au sein de notre société, qu'on a voulu laïciser, mais qui sont en fait des valeurs chrétiennes, hein, en tant que telles. Mais la générosité, la bienveillance, le pardon, voilà, ce sont des valeurs élémentaires, hein, que l'on doit remettre au centre de nos préoccupations. Et je le dis souvent, si on arrivait à gérer nos pays avec ces valeurs-là, le monde se porterait beaucoup mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. Si tu as un message donc à adresser aux jeunes ou à ceux qui pourraient venir te rejoindre, te donner un coup de main, alors c'est valable pour la Belgique, mais il y a peut-être des gens qui pourraient se franchiser, selon ton expression de tout à l'heure, tout à fait bénévolement ou gratuitement, j'imagine, Ah euh, oui. pour pouvoir justement reproduire et comprendre toutes les possibilités que les technologies aujourd'hui peuvent donner. Euh, Ce serait quoi le message que tu... Ben, le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, le monde que l'on est en train de nous créer est un monde dans lequel nous n'avons plus aucun espoir. La plupart des gens n'ont plus d'espoir. La plupart des jeunes aujourd'hui, ils peuvent juste espérer travailler pour payer leurs factures. On n'est plus au temps de mes parents où on pouvait, en ayant un travail simple, espérer pouvoir monter un peu dans la société, à devenir propriétaire, se faire un peu plaisir. Aujourd'hui, c'est devenu une société de labeur permanent. J'en parlais d'ailleurs il y a encore pas longtemps en interne dans le mouvement et je disais, regarde, euh, la- la- les femmes ont été travaillées, euh, on a présenté ça comme une liberté acquise, comme comme une évolution positive. Alors, j'ai rien contre, mais aujourd'hui, un homme et une femme dans un couple n'arrivent déjà presque plus à payer leurs factures pour faire vivre leur famille. Alors quoi, cette société, elle va changer de modèle, on va passer au trouble, deux hommes, une femme, pour pouvoir payer nos factures. C'est ça l'avenir qu'on nous réserve, parce que la réalité, elle est là, hein. Quand on voit ce que la vie coûte, ben, les gens, ils sont presque le bec sous l'eau en permanence. Et on le voit, quand je vois des personnes qui ont du mal à payer 25 euros de cotisation, ça fait mal au cœur. C'est grave. Alors la situation n'est peut-être pas la même en Suisse, où la qualité de vie est plus élevée, plus importante que chez nous, mais la jeunesse aujourd'hui, elle a deux choix. C'est soit le chaos, soit redevenir un esclave du système, parce que je pense que c'est ce à quoi nos jeunes sont destinés, des gens qui vont travailler toute leur vie pour nourrir le système. Ou alors il y a une autre voie qui est une voie de liberté, de changement total de paradigme, de changement total de logique, où là on va d'abord penser à être heureux. Je suis étonné de voir que plus aucun politicien ne parle du bonheur. Pourtant, c'est la base de toute vie, c'est de pouvoir accéder au bonheur. Et on nous parle de chiffres, on nous parle de décrets, de traités, on nous parle d'efforts, on nous parle de sacrifices, mais on ne nous parle jamais de bonheur. Et moi, j'aimerais que l'on reparle de bonheur et que l'on crée une société où, avant de s'intéresser à ce qui est négatif, on s'intéresse à ce qui est positif, qu'on mette en œuvre une société où les gens vont être heureux, euh, et c'est possible. C'est possible Oui, parce que il suffit, j'invite vraiment toutes les personnes à pouvoir regarder le programme de Révolution qui est sur notre site internet et nous pouvons vraiment mettre l'ensemble des ressources du pays, et Dieu sait s'il y en a, au bénéfice de tous les citoyens, et non plus comme c'est le cas aujourd'hui pour acheter des bombes, stocker des armes nucléaires, qui sont toujours dans une logique de destruction,
que l'argent n'est plus là pour financer des lobbies, pour servir la corruption, euh, pour servir l'exploitation, mais qui peut être là tout simplement pour permettre aux gens d'être heureux avec un monde meilleur. Par exemple, au niveau du mouvement Révolution, nous défendons la permaculture. Euh, euh, c'est encore une fois une manière de pouvoir vivre en autonomie, produire soi-même sa propre nourriture. C'est quelque chose d'important et surtout essayer de manger quelque chose qui ne nous rend pas malade. Et donc voilà, je pense que le discours, il est universel. Il ne faut pas être belge pour se sentir investi par cette idée-là. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait appel au bénévolat et aux bonnes volontés, mais la franchise, elle est gratuite. Donc, c'est déjà positif parce que voilà, ce sont des bonnes idées et je pense que ces bonnes idées, elles méritent d'être propagées par des gens qui auront le courage de le faire et qui se battront pour un avenir meilleur parce que c'est ma seule et unique ambition. Est-ce que vous avez aussi étudié au niveau de l'éducation, justement? Enfin, je dirais même pas de Ah l'éducation, mais ben, ce serait plutôt la formation des jeunes, l'enseignement, etc. Que pour moi, l'enseignement, l'éducation dépend des parents, mais exactement, je suis d'accord l'enseignement avec vous. et l'enseignement, par contre, peut être confié éventuellement à un État dans la mesure où il n'est pas pervers. Alors l'enseignement, c'est évidemment une des clés du changement, ce qui implique justement un changement sur le long terme. Donc il faut travailler sur l'enseignement et permettre à nos enfants de développer un esprit critique. J'ai constaté de tous les retours que j'ai qu'aujourd'hui les enfants qui posent des questions sont souvent mal vus à l'école, même parfois punis parce qu'on pose des questions qui dérangent. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. On doit développer l'esprit critique pour faire en sorte que nos enfants se posent des questions, qu'ils grattent, qu'ils essayent d'analyser. Mais comme on vit dans un monde où malheureusement il y a de plus en plus de choses dont on ne peut plus parler, des pans d'histoire que l'on ne peut pas questionner, c'est dangereux. Donc, l'enseignement, c'est une priorité. Euh, on l'a banalisé, hein. On a détruit l'enseignement au cours des 30 dernières années. Moi, à l'école, j'ai appris le latin, le grec. Aujourd'hui, tout ça a presque été effacé de partout. Il y a très très peu d'écoles encore qui enseignent cela. Ça permettait d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir de l'imagination aussi. Très important, l'imagination, parce que l'imagination, c'est ce qui permet de rêver. Et le rêve, je pense que le rêve est ce qui peut détruire le système en place. Si les gens réapprennent à rêver, ils se rendront compte de la réalité du monde dans lequel nous vivons et je pense qu'ils le rejetteront. Donc voilà. Alors, mais il ne Non. faudrait pas croire que révolution, c'est une rêve partie. J'ai failli appeler le mouvement révolution. Parce que je sais bien que certaines personnes vont estimer que c'est de l'utopie. Je pense pas que c'est de l'utopie. Je pense que c'est de l'utopie uniquement pour ceux qui acceptent en fait les chaînes du système. Ou ont peur, Évidemment, c'est oui. pas une partie de plaisir. C'est Oui, pas une partie de plaisir. On est là avec une forte opposition et nous allons avoir tous les organes de l'État, y compris la presse contre nous pour évidemment stigmatiser notre démarche et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Je pense qu'on peut écouter tout ce que je dis à longueur de temps, on n'y trouvera jamais la moindre trace d'extrémisme, de racisme, de négationnisme ou d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Vous n'en trouverez pas, mais eux le trouveront et le feront croire à l'ensemble de la population. bien Et sûr. donc, évidemment, il faut combattre cette désinformation, puisque malheureusement, nos médias sont des organes de propagande. Et si l'enseignement est à révolutionner, en remettant l'excellence au goût du jour et en donnant envie à nos enfants de se dépasser, parce que moi aussi, si je me suis dépassé, c'est parce que j'ai rencontré des professeurs qui ont cru en moi et qui m'ont dit
Vas-y, Laurent, tu es capable. Aujourd'hui, j'ai tendance à croire que c'est le sens inverse. C'est n'en fais pas trop. C'est bon. Pose pas trop de questions. On récompense la médiocratie, oui. Exactement. On en est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a souvent supprimé les contrôles, les devoirs. Comme ça, au moins on en fait, au mieux on se porte. Et ben, au final, qu'est-ce qu'on crée? On crée une société de moutons et ça correspond totalement au système, au souhait du système. Donc, il faut en sortir. Donc, il faut aussi révolutionner les médias qui ne peuvent plus être ces organes de propagande nauséabonds que nous connaissons aujourd'hui, où malheureusement l'information est totalement dénaturée, transformée. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre que quelqu'un qui s'engage dans une formation comme le journalisme, qui à la base est quelque chose de noble, accepte finalement de se retrouver dans des organes de presse où ben, ils ne sont obligés que de mentir à longueur de temps ou à imposer leur vue. Un journaliste n'a pas à dire ce qu'il pense, un journaliste doit simplement répercuter l'information sans la déformer. Et ça, c'est un énorme travail que nous avons à faire aujourd'hui. Et sur le plan fiscal, vous avez prévu quoi? Parce qu'évidemment, avec votre système, vous allez faire des économies extrêmement importantes. Exactement, sur le plan fiscal, en fait, on supprime tous les impôts en Belgique et on instaure juste une microtaxe de 0,4% sur l'ensemble des transactions financières. Ça veut dire que quand je vais acheter mon pain, eh bien, hop, il y a une taxe de 0,4%, mais y compris pour ceux qui jouent en bourse, y compris pour les grosses transactions financières. Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de moyens financiers. Et ces moyens financiers, évidemment, on ne va pas les mettre pour euh, euh, servir l'État, on peut les mettre pour améliorer la qualité de vie des concitoyens. Et ça passe par l'instauration d'un revenu citoyen où l'on permet à chaque citoyen belge de toucher 1350 euros en plus de ce qu'il touche aujourd'hui, de la naissance jusqu'à la mort, ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nos jeunes, déjà, on ne développe pas l'esprit critique, mais on ne développe pas non plus leur envie d'entreprendre. Et donc, ce sont des jeunes qui seront employés toute leur vie et qui, ben, s'ils ont envie d'entreprendre, quitteront sûrement le pays pour aller exercer leur talent ailleurs. Avec ce que nous proposons, nous permettons à chaque jeune de démarrer dans la vie avec 300 000 euros. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on veut, on peut le dépenser du jour au lendemain, hein. Il suffit d'aller au casino et d'aller faire un tour chez Louis Vuitton, hein. On aura vite dépenser Pensez. tout. Mais si on veut, la liberté de chacun, hein, la liberté de chacun doit exister. Mais celui qui a envie, il peut développer une activité professionnelle avec 300 000 euros. On peut en faire des choses, on peut développer des projets et, et c'est magnifique. 1350 euros en plus par mois pour les personnes âgées, c'est aussi une bouffée d'oxygène quand on voit ces personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent encore à devoir faire des choix une fois à la retraite parce que ben, tout simplement, soigner, ça coûte cher, manger, ben, c'est compliqué, acheter de la viande, des légumes, tout ça, c'est difficile. Et une personne âgée ne devrait pas avoir à se restreindre de cette manière-là après une vie de travail. Et encore une fois, c'est ce que nous proposons. Idem pour les parents au foyer. Imaginons, moi, ma femme, elle est maman au foyer. Elle ne gagne pas un centime pour ce qu'elle fait. Et pourtant, son rôle est capital. Capital parce qu'elle me permet de faire ce que je fais. Capital parce qu'elle s'occupe de notre fille qui est lourdement handicapée, mais à laquelle elle offre du bonheur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, c'est déjà inestimable. Et ben, je trouve qu'elle mérite aussi d'avoir un revenu comme n'importe qui. Et c'est ce que nous voulons offrir avec le mouvement Révolution, parce que je pense aussi qu'on doit donner aux gens le choix.
de travailler ou de ne pas travailler. Et si on travaille, ben on aura les 1 350 € plus le revenu de son travail. Et si on est content avec 1 350 € et qu'on préfère faire pousser des légumes dans son jardin, ça doit aussi être un droit. Et ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas de la fainéantise, au contraire, c'est justement aussi être utile à notre planète. Et donc voilà, je pense il faut vraiment aller dans cette voie-là. Aujourd'hui, on paye énormément d'impôts. Nos impôts, ils sont gaspillés, dilapidés, parce qu'on considère que c'est de l'argent qui n'appartient à personne. Les travaux publics, n'en parlons pas, c'est de la grande escroquerie et de la corruption à grande échelle. Eh ben, je pense que avec une révolution fiscale, on peut aussi améliorer notre quotidien de manière très concrète. Eh bien, je te souhaite de réunir un maximum de gens pour que ce monde nouveau puisse se réaliser. En fait, j'entends beaucoup parler, je suis allé me promener à droite et à gauche dans différents groupements, etc. C'est une idée qui est dans la tête de beaucoup de gens, mais dès qu'ils en parlent, ils se font moquer. On leur dit, mais non, ça peut pas marcher, ça n'arrivera jamais, t'es un doux rêveur, etc., etc. Voilà. Et comme dit une certaine phrase, j'ai oublié l'auteur, on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Exactement. Non, mais il faut simplement redonner l'envie aux gens de rêver, la possibilité de rêver. Le rêve n'est pas utopique. Le rêve doit être la source de notre mobilisation pour le réaliser. Rêver n'est pas du tout utopique. Euh, Si on avait eu cette mentalité-là, il y a encore des enfants qui travailleraient dans des mines aujourd'hui dans nos pays. Or, heureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'un jour, quelqu'un s'est dit, il faut que ça change. C'est la même chose pour la cause des Afro-Américains. À un moment donné, quelqu'un s'est levé, c'était aussi de la folie, c'était dangereux, mais quelqu'un s'est levé et les choses ont évolué. Et je pense que nous sommes dans une logique d'évolution, hein. Révolution, c'est aussi de l'évolution. Et oui, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en place si on y croit, mais il faut vraiment croire en ses rêves et croire en un monde meilleur. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on transforme ça en une utopie alors que c'est tout à fait réalisable. Je veux dire, demain, ça peut être mis en place si on le souhaite, mais surtout si on arrive à renverser l'omnipotence de nos politiciens et de nos dirigeants politiques. Ils ne sont que les seuls et uniques freins à ce changement. C'est le seul, hein. Parce que tout le reste, on peut le mettre en place dès demain sans aucune difficulté. Alors, si le rêve, c'est ça, eh ben, franchement, le rêve, il est à portée de main, hein. Quelle belle parole. Laurent, merci infiniment pour cette heure un petit peu plus passée ensemble. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis certainement plus proche de la génération de tes parents, d'ailleurs, vraiment, d'ailleurs. De voir des gens de ton âge qui s'engagent, qui ont un rêve, qui ont une ambition altruiste, qui ont, je veux dire, l'envie que le monde change aussi bien pour toi, pour ta génération, que celle de tes parents, celle de tes enfants. Je te souhaite vraiment d'être suivi par le plus grand nombre possible, parce que c'est avec la masse, c'est avec le nombre que vous réussirez à retourner la table. Merci C'est beaucoup. très gentil. Merci beaucoup, merci pour ces mots. Et ben, puisse chacun d'entre nous réaliser nos rêves. Merci. Et copier tes idées. Te piquer tes idées pour que... Piquez-les, il n'y a pas de problème. Ça fait penser à une autre chanson, ça piquer, piquer, mais c'est pas la même chose. Mais voilà, piquer mes idées, elles sont gratuites et elles ne peuvent faire que du bien. Merci beaucoup. Au revoir.